Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous accueille pour une nouvelle vidéo du lore, parce que j'avais envie de vous raconter une petite histoire que j'aime bien, et pas n'importe quelle histoire, puisque c'est l'histoire de Sanguinus, ou plutôt la fin de l'histoire de Sanguinus. Alors, quand on pense à Sanguinus, bien sûr, on pense essentiellement à sa mort contre Horus, puisqu'il s'agit d'un des éléments les plus importants narrativement en termes de force narrative, mais aussi de force scénaristique, puisque c'est grâce à Sanguinus que la fin du setting de Horus Heresy et le début de Warhammer 40 000 peut avoir lieu. C'est ça qui est intéressant. Sanguinus est un personnage très intéressant, beaucoup plus qu'on ne le croit d'ailleurs, hein. Sous ses airs de joli garçon comme on entend souvent, eh bien c'est aussi un personnage voilà, qui a une profondeur, etc. dont on parlera peut-être un jour. Aujourd'hui, on va néanmoins se concentrer sur cet aspect du lore, c'est-à-dire les nombreuses morts du Primarque. Parce que, comme vous le savez, si vous avez écouté ma vidéo sur l'Empereur, eh bien, il y a des événements récurrents dans toutes les dépictions de Warhammer, du lore de Warhammer, comme par exemple bien sûr le combat final de l'Empereur contre Horus, etc. Mais il y a aussi différentes façons de les raconter. Et comme vous le savez, notamment dans le lore de l'Empereur, eh bien toutes ces façons de raconter sont canon en même temps. C'est ça qui est intéressant. Et Sanguinus, lui, il n'échappe pas à cette règle, puisque c'est un personnage qui a lui aussi un événement très important, comme je vous l'ai dit, le combat contre Horus, puisque c'est lui qui arrive en premier en train d'essayer de défier Horus avant que son père n'arrive. Et du coup, il y a plusieurs façons dont cette histoire elle est relatée, et c'est des façons qui sont très différentes les unes des autres, et pourtant elles sont toutes canoniques, donc ça c'est assez intéressant. Aujourd'hui je vous en ai sélectionné deux. La première, c'est ce que je vais appeler la version historique. La version historique, c'est la version du duel Sanguinus contre Horus, qui était la plus répandue avant que la saga The Horus Heresy, les romans de la série principale, n'ait rattrapé ce point dans le scénario et ne nous ait donné la fin et la mort partie 2, puisque le combat Sanguinus-Horus se passe dans la fin et la mort partie 2 dans cette série. Et jusqu'à présent, on avait cette version entre guillemets historique, qui était eh bien la version la plus répandue. Et la deuxième histoire dont je vais vous parler, bien sûr, c'est la version de la fin et la mort partie 2. Donc bien sûr, bah écoutez les mecs, mais ça va spoiler, donc n'hésitez pas à voir les petits timestamps en description si vous ne voulez pas vous faire spoiler, parce que je ne vais pas le répéter. Mais au-delà de ça, eh bien je pense que ça va être très intéressant, parce que vous allez voir que ces deux façons de raconter la mort de Sanguinus sont très différentes, très intéressantes toutes les deux. Alors, quand on parle de version historique, en fait, on ne fait pas référence à un seul ouvrage. On fait référence à un ensemble d'ouvrages qui ont créé dans l'esprit collectif des fans de Warhammer et de Sanguinus, eh bien, cette mort. Parce que dans beaucoup d'histoires de la mort de Sanguinus, eh bien, à l'époque, on avait déjà des versions différentes. Et on y reviendra. Mais moi, je vais prendre dans les grandes lignes et vous expliquer ce qu'il s'est passé. Alors, on va commencer du coup avec la version historique, comme je vous l'ai dit. C'est la version entre guillemets un peu originale qu'on avait voilà bien avant l'écriture de la fin et la mort. Et elle tenait compte du coup des rumeurs de la communauté, des fragments de texte dans les vieux codex, les livres de l'hérésie d'Horus et le vieux lore entre guillemets avant qu'il soit mis à jour. Alors moi aujourd'hui j'ai envie de vous lire un passage d'un livre qui est assez méconnu, et qui pourtant est à la fondation même de beaucoup de choses que vous connaissez dans le hobby. C'est un livre en deux parties qui s'appelle Vision of Heresy, partie 1 et partie 2. C'est un livre hors série de Warhammer The Horus Heresy qui ressemble à un Black Book, sauf que ce n'est pas un Black Book. Donc qu'est-ce qu'on trouve un petit peu dans ce livre ? Eh bien en fait on trouve un recueil de textes et de petites nouvelles super intéressantes. Il faudra absolument qu'on le décortique ensemble en profondeur celui-là. Et dans Vision of Heresy, il y a un chapitre, ou plutôt une page, qui est consacrée à Sanguinus, juste avant le combat contre notre ami Horus. Et vous allez reconnaître que dans ce passage que j'ai sélectionné pour vous, et qui dépeint de nombreux personnages que vous connaissez, tels que Rogaldorn, l'Empereur, Sanguinus, Malcador, etc., eh bien vous allez reconnaître, pour les plus observateurs d'entre vous,
certaines citations qui ont ensuite percé dans le mainstream. Et bien ça tire son origine de ce livre, Vision of Heresy. Et bien sûr là on va parler du sacrifice de Malcador sur le trône d'or, auquel bien sûr Sanguinus assiste, et au discours de l'empereur, le discours de l'empereur qui va honorer la mort de son ami Malcador, qui sera ensuite connu sous le nom de Malcador le héros, et qui est bien sûr un paragraphe tellement connu dans l'univers qu'il a même eu droit à sa recréation dans If Emperor as a Text-to-Speech Device, donc la série la plus connue humoristique de Bruva Alpha Busa, pardon. Donc moi je vous l'ai traduit en français, parce qu'elle n'existe pas en français ce livre bien sûr, mais je vais quand même vous le lire, ma petite traduction, donc voilà, j'espère que vous apprécierez, et c'est parti pour le passage. Malcador le sigillite monta sur le trône d'or, prenant la place de l'empereur qui se tenait désormais devant l'édifice, avec ses fidèles capitaines, Rogaldorn et Sanguinus. La grande masse confuse de machinerie entourant le trône grondait d'énergie. Des arcs d'électricité statique bondissaient le long des câbles et des conduits, tandis que l'air était chargé de l'odeur âcre de l'ozone. Malcador ne pouvait parler, tant la concentration qu'il devait mobiliser pour maîtriser les forces déchaînées dépassait toute parole. « Contemplez le plus grand sacrifice de notre âge », déclara l'empereur aux deux primarques. « Malcador le sigillite n'est plus. Désormais, il ne sera plus connu que sous le nom de Malcador le héros. » Sur ces mots, les trois figures quittèrent la salle du trône et se dirigèrent vers la chambre de téléportation du palais afin de rejoindre le vaisseau amiral d'Horus. Le maître de guerre abaissa les boucliers de son bâtiment. C'était une invitation manifeste adressée à l'empereur, et l'erreur du maître de l'humanité aurait été de ne pas y répondre. « Je dois accepter le défi du maître de guerre et monter à bord de son vaisseau. Le temps est venu de mettre un terme à cette affaire, » déclara l'empereur à ses compagnons. « Vous devez rester ici et préparer les conséquences de mon affrontement. Quelle qu'en soit l'issue, je dois être ramené jusqu'au trône. Malcador ne peut nous offrir qu'un peu de temps, et nous avons bien peu de cette ressource qu'il nous reste. » L'empereur ordonna à ses fidèles primarques d'attendre son retour du Vengeful Spirit dans le palais. Dorn et Sanguinus ne purent s'y résoudre. Pour la première et unique fois, ils refusèrent d'obéir à un ordre direct de leur seigneur. Sanguinus prit la parole le premier. « Seigneur, je ne resterai pas ici, tandis que vous affrontez seul les périls de ce maudit vaisseau. Certes, mon combat contre le grand démon m'a laissé affaibli, mais il me reste encore assez de force pour vous y assister. Vous aurez mon épée à vos côtés. » Dorn se montra tout aussi inflexible. « Quoi que nous puissions accomplir ici ne comptera pour rien si vous échouez. Je ne vous laisserai tout simplement pas accomplir cette tâche seule. Le traître est rusé, et vous devez bénéficier de toutes les protections que nous pouvons encore vous offrir, au cas où il lui resterait quelques stratagèmes en réserve. »« Très bien, vous m'accompagnerez tous deux, » répondit l'empereur. « Mais sachez que ma prescience me fait défaut, et je ne puis imaginer comment tout cela se résoudra. Je crois que c'est là ma seule occasion de rencontrer Horus et de mettre fin à sa folie. La mort hante le Vengeful Spirit. Bien des choses me sont encore inconnues. Peut-être l'âme du vaisseau lui-même revendiquera-t-elle le maître de guerre, mais sa fin est immense, et je doute que nous revenions tous. » Les avertissements de l'empereur ne firent pas vaciller les deux primarques. Ensemble, ils gagnèrent la chambre de téléportation, escortés par un détachement de la garde personnelle de custodiens de l'empereur, puis furent téléportés à bord du vaisseau amiral d'Horus. Et là, vous voyez que, du coup, dans cet extrait, il y a cet aspect vieux Warhammer que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est vraiment what you see is what you get. C'est-à-dire que ce sont des personnages un peu mythologiques qui n'ont pas spécialement de subtilité, mais c'est assez charmant, je dois dire. Par exemple, quand Sanguinus dit « Vous aurez mon épée à vos côtés, il me reste encore assez de force pour vous assister », l'empereur il dit tout le temps, il dit tout de suite, très bien, vous m'accompagnerez tous deux. Il n'y a pas d'hésitation, hein. Et tout est déjà figé dans la pierre, en un sens, on ne s'attarde pas sur des menus détails. C'est un style assez concis, qui est très très antithétique de ce que vous trouverez dans La Fin et la Mort, hein, que je vous lirai un petit peu au passage tout à l'heure. Et vous verrez que, du coup, cette description de Sanguinus, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de mention de sa vision prophétique, du fait qu'il sait qu'il est condamné, etc. déjà. Là, c'est vraiment, il veut juste aider son père.
Hein. Il veut juste aider son père et il veut lui offrir sa protection et sa force. Et je dois dire que cette ambiance un petit peu old school, et ben moi, elle me plaît beaucoup. Et bien sûr, contempler le plus grand sacrifice de cet âge, c'est vrai, c'est bien sûr la citation de l'empereur hein, au sujet de son ami Malcador le sigillite, ou plutôt Malcador le héros. Et ça c'est vachement cool, parce que ça nous est resté jusque là, même si ce n'est pas dans La fin et la mort. Et du coup, ils se font téléporter, et quand ils se font téléporter, Sanguinus, lui, il arrive en premier hein, dans la salle du trône d'Horus, hein, comme vous le savez. Là, c'est moi qui vais vous les raconter, il n'y a pas de citation pour ça, mais je vais vous raconter quelle est cette version historique du combat. Sanguinus arrive le premier dans la salle du trône d'Horus, bien sûr. Ils parlent ensemble, hein, puisque Horus essaye de convaincre Sanguinus de le rejoindre dans son nouvel impérium, hein, puisque Horus dit qu'il est l'empereur de l'humanité, c'est-à-dire qu'il est le vrai empereur, le vrai maître de l'humanité, c'est Horus maintenant. Bien sûr, Sanguinus lui il refuse, hein, puisqu'il confronte Horus en combat, comme on le sait, il refuse de se soumettre à Horus. Et c'est à ce moment-là où il y a la plus grande différence entre les deux versions. Hein. Le combat, dans cette version-là, est très serré, d'accord ? Il est assez serré, beaucoup plus qu'on ne le croit, et Sanguinus, il est capable de frapper Horus plusieurs fois. Hein. Il est capable probablement aussi de presque le blesser. Mais il n'y arrive pas vraiment parce que Horus est amplifié par les 4 dieux majeurs du chaos en même temps, ce qui empêche totalement Sanguinus d'avoir des vrais effets durables sur le combat. Et en fait, c'est à force de ses efforts que Sanguinus va parvenir à utiliser sa lance de Télesto, hein, bien sûr, pour percer une faille minuscule dans l'armure de poitrine d'Horus. Et oui, parce que dans cette version du scénario, Sanguinus, par son seul talent, il arrive à percer l'armure de poitrine d'Horus, ce qui n'est pas peu dire. Et bien sûr, ce petit point de dégâts, il transperce la défense impénétrable de Horus. Et la pointe de sa lance, eh bien, elle crée un petit trou dans son armure. Hein. Là, on est vraiment dans le motif de la tragédie grecque, vraiment avec le fameux talon d'Achille. Cependant, voilà, en mettant ce coup, en mettant cette frappe qui est en apparence sans effet pour le maître de guerre Horus, eh bien il arrive à attraper Sanguinus avec sa griffe, la griffe d'Horus, la serre d'Horus. Il arrive à lui refermer autour de la gorge bien sûr, et à partir de là, il ne laissera plus le grand ange s'échapper. Il va le réduire en bouillie avec sa masse, avec sa griffe, avec ses poings, etc. Il va le tuer, hein, malheureusement. Et en fait, en définitive, le combat qui était serré jusque-là et Sanguinus qui a vraiment réussi à le toucher une fois, eh bien, on peut voir que le sacrifice de Sanguinus est utile. Pourquoi ? Parce que quand l'empereur arrive dans la salle du trône pour affronter Horus, eh bien, c'est cette faille dans l'armure d'Horus créée par Sanguinus, le sacrifice de Sanguinus, qui va permettre à l'empereur de porter le coup de grâce à Horus. Puisque dans cette version du scénario, quand l'empereur concentre toute sa présence psychique pour porter le coup de grâce à Horus après avoir fait le combat contre lui, eh bien, en fait, il canalise sa puissance psychique au point précis où Sanguinus a pénétré son armure avec sa lance. Et du coup, c'est le sacrifice de Sanguinus qui permet à l'empereur d'achever le primarque traître. C'est ça qui est intéressant. C'est que Sanguinus, il ne nous a pas parlé de sa vision. Il ne nous a pas parlé de son sacrifice héroïque à venir, etc. Il ne nous a dit qu'il voulait aider son père. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un choix et il est allé au bout de son choix. Il s'est sacrifié, mais pas sans avoir donné assez d'assistance à son père pour qu'il remporte la victoire finale. Et en un sens, le sacrifice de Sanguinus, c'est ça qui sauve l'Imperium et permet de vaincre Horus. Et oui. Et ça, c'était la version historique de la mort du primarque des Blood Angels. Un sacrifice héroïque, utile, c'est lui le vrai héros de l'Imperium. Plus encore que son père, parce que son père, même si on savait qu'il avait la force de vaincre Horus, eh bien Sanguinus, on doutait. Et malgré ça, il est allé au-devant et il s'est sacrifié sans hésiter. Donc bravo Sanguinus pour cette version héroïque de ce sacrifice. Maintenant, je vais passer à la deuxième version de l'histoire de la mort de Sanguinus. Cette histoire est très différente de la version historique que je viens de vous raconter. Cette version, elle est dépeinte dans la série principale des livres L'hérésie d'Horus, le siège de Terra, et en particulier dans les 3 livres La fin et la mort.
je vais vous lire des passages du premier livre, La fin et la mort, partie 1, puisque c'est dans cette partie-là que Malcador s'assoit sur le trône et que les Primarques se préparent avec leur Space Mine à aider l'empereur pour l'opération de contre-attaque dans le vaisseau d'Horus, et c'est une opération qui s'appelle Anabase. Anabase, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'élever, monter vers le haut. C'est l'ascension, puisqu'il monte, entre guillemets, vers le vaisseau d'Horus. C'est l'inverse de la catabase. Catabase, c'est descendre. Voilà. Ça, c'était pour la petite info. Et vous allez voir que Sanguinus, dans cet extrait que je vais vous lire, dans ces extraits, parce qu'il y a plusieurs extraits, il est très différent de ce que je vous ai lu dans Vision of Heresy. Il est beaucoup plus tragique, hein, il est vraiment beaucoup plus pas déprimé, mais il est beaucoup... Vous sentez que le destin est sur ses épaules. Je vais vous le lire. Alors, là, il s'agit d'un extrait, du coup, dans lequel c'est Malcador qui est le narrateur. Donc le narrateur va parler en je, c'est Malcador qui parle. Alors Malcador, à ce moment-là, il est en bas du trône avec Sanguinus, Dorn et Vulcain, et également Constantin Valdor, et en fait, il vient de consulter l'empereur par la pensée pour décider de l'opération Anabase, comme je vous l'ai dit. En gros, personne n'est au courant, et là, basiquement, ce que Malcador fait, c'est, il va le dire au Primarque, il va dire, voilà, votre roi a décidé que ça allait être l'opération Anabase, et vous n'allez pas participer, etc., parce que on a besoin de vous quatre pour tenir la salle du trône. Votre père ira seul là-haut dans le Vengeful Spirit. Et basiquement, voilà l'extrait, je vais vous le lire. Puis, je leur apprends que notre Seigneur mènera l'assaut en personne, et c'est pour cela qu'ils se lèvent. Eux quatre resteront là, et tiendront le palais durant les heures finales. Ils se tournent tous immédiatement, pour regarder vers le trône d'or, comme je m'y attendais. Chacun d'entre eux veut protester. Monseigneur atténue quelque peu le rayonnement de son aspect, afin qu'il puisse lire la sincérité solennelle sur son visage, et ne pas s'y brûler les yeux. Son regard à lui seul a radouci des rois, et fait taire les objections des Césars. Ce regard n'autorise aucune contradiction. Et eux lui sont loyaux, tous les quatre. Tous ses enfants furent faits pour lui être loyaux, mais la chaleur grotesque de cette guerre a entièrement purifié cela. La fidélité de Valdor et de ses 3 derniers fils est irréprochable. Je suis stupéfait, par conséquent, lorsque Sanguinus prononce simplement « non ». Sanguinus, eux entre tous. Même Valdor le regarde d'un drôle d'air, et le capitaine général était le seul dont je pensais vraiment qu'il pourrait proférer une objection. Je demande au grand ange ce qu'il entend par sa protestation. Il ne me regarde pas. Ses yeux demeurent fixés sur le trône. Il brille une expression d'une qualité particulière. Ce n'est pas du défi, c'est une forme de certitude. Avant qu'il ne m'ait répondu, Dorn parla à son tour. « Nous n'allons pas vous y laisser seul, père. Pas là-bas. Et regarde à présent. » Je l'étudie lui aussi. Le prétorien n'ose pas prononcer une seule autre parole d'opposition, mais la chaleur blanche de ses pensées est suffisamment limpide. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé dans ce petit extrait? Sanguinus ne va pas protester de la même façon. Il va simplement poser l'évidence. Non. Il dit un seul mot. Et on a rarement vu Sanguinus à ce niveau de concentration, à ce niveau de résolution pour dire un seul mot à son père. Non. Et ça, c'est très puissant. Parce que vous avez vu dans l'autre extrait, il va argumenter, il va dire non, mon épée est vôtre, je vais vous défendre. Là, c'est juste non. Et croyez-moi, Sanguinus, à ce moment-là, il fait peur. Et même Malcador le Sigillite, qui a les pouvoirs psychiques qu'on lui connaît, il est impressionné par Sanguinus à ce moment-là. Il ne comprend pas pourquoi c'est Sanguinus qui parle à ce moment-là pour dire non. Et ça, c'est vachement impressionnant de la part de Sanguinus, j'ai trouvé, de juste dire non à l'empereur à ce moment-là, alors que Malcador le Sigillite, on l'a entendu dire que l'empereur lançait un regard tellement intense aux 3 primarques et à Valdor qu'il ne subirait aucune contestation. Vous imaginez que l'empereur a une autorité absolue à ce moment-là, et ben là, Sanguinus, il le défie. Et peut-être que même sans ce défi de Sanguinus, peut-être que Rogaldorn n'aurait pas parlé, vous imaginez. Je vais vous lire un deuxième petit extrait, dans lequel Malcador toujours est le narrateur, c'est quelques pages plus loin, et il répartit les rôles
des primarques et de Constantin Valdor en leur disant voilà, vous allez prendre une compagnie d'Imperial Fist dans cette mission pour accompagner votre seigneur, etc. Et en fait là c'est le moment où il parle à Sanguinus et vous allez voir la réaction de Sanguinus et encore une fois Sanguinus qui est sombre à ce moment-là, il est sombre. Écoutez ça. Sanguinus, dis-je, tu sélectionneras toi aussi une compagnie de Blood Angels pour se joindre à Anabase. Mais nous nous trouvons dans la dernière place forte à l'heure dernière, mon garçon. Nos ultimes forces se battent et meurent en ce moment même pour préserver ce dernier morceau de terre. Il leur faut un commandant, plus encore, il leur faut une figure de proue, un guerrier auquel ils puissent se rallier et qui maintiendra leur courage jusqu'à la toute fin. Tu es le très radieux. Tu es et tu as toujours été l'incarnation de la gloire, le symbole resplendissant de tout ce que nous chérissons. Une compagnie de Blood Angels aura l'honneur de rejoindre l'assaut contre le Vengeful Spirit. Je suggère que Raldoron est le mieux à même de la commander. Mais toi, tu devras rester ici et être notre figure de proue. En cela, tu seras nommé véritable maître de guerre de l'empereur et tu repousseras les hostes de celui qui a sali ce titre avec tant d'ignominie. Je hoche la tête en direction de mon seigneur. Sa parole a été énoncée. Je leur demande s'ils comprennent ce que je viens d'exprimer. Rogal, Constantin et Vulcain répondent que oui. Sanguinus ne dit rien. Et oui, encore une fois, Sanguinus, c'est plus un rebelle qu'on ne pourrait le croire. Sanguinus qui entend les mots de son empereur à travers la bouche de Malcador en lui disant « Tu vas rester sur Terre et tu vas gérer ce qui reste de l'Imperium à partir de maintenant en tant que véritable maître de guerre », il ne dit rien. Il continue de regarder l'empereur, il continue de fixer l'empereur à l'autre bout de la pièce de la salle du trône, avec un regard pénétrant comme ça, vous vous rendez compte? Sanguinus, là, à ce moment-là, il est sombre, je vous le dis. Et, bien sûr, Sanguinus, il y a une scène en particulier que je vais vous lire aussi. C'est un peu après, quand l'empereur a quitté le trône et que Malcador est monté dessus, bien sûr, et que l'empereur se rend avec ses custodiens, ses compagnons, dans la chambre d'armement du palais, puisque là, l'empereur va revêtir son armure, il va prendre son épée, sa griffe énergétique, classique, etc. Donc en fait, c'est le moment où il se prépare à la guerre, et on n'a jamais vu l'empereur comme ça. Et dans les chambres d'armement, ils entendent des pas. Les custodiens qui sont en garde, en poste autour des entrées, ils entendent des pas. Et ce ne sont pas les pas de n'importe qui, ce sont les pas de Sanguinus, qui se présente à son père à ce moment-là, alors même qu'il a reçu l'ordre de rester sur Terra. Je vais vous lire ce passage. Les voix s'estompent derrière son dos. Le proconsul atteint la chambre intérieure. Peu y sont admis. Les armuriers terminent leur ouvrage. Depuis le seuil, Caecaltus aperçoit finalement quelque chose qui lui suscite d'éprouver une lueur d'émotion. Son pouls se modifie imperceptiblement 2 à 3 secondes. Puis il entend un pas derrière lui et fait aussitôt volte-face. Sa lance de parangon s'abaisse immédiatement en position de garde. « Vous n'avez pas à être là », énonce-t-il simplement. « Mais je le suis », répondit Sanguinus. « Et vous allez me laisser passer. » Sanguinus se tient là en équipement complet et harnaché pour la guerre. Jamais il n'a paru plus royal ou magnifique. « Il vous enverra chercher lorsqu'il sera prêt », dit le proconsul custodien en face de lui. « Je souhaite voir mon père maintenant, compagnon, » répondit Sanguinus. « Vous êtes en train de défier sa volonté. » Sanguinus hésite. « C'est vrai, » admet-il. La sentinelle ne bouge pas. Sa lance de parangon est tenue plus fermement que Sanguinus n'a jamais vu d'autres armes pointées sur lui. Le contrôle micromusculaire que possède la Légio Custodes est extraordinaire. « Proconsul, » dit Sanguinus sur un ton doux. « Je souhaite m'en expliquer à lui. Il faut que je le fasse avant. » Il s'interrompt. Il a maintenant pris conscience des autres. 4 custodiens supérieurs, invoqués sans doute par la neurosynergétique du proconsul, sont arrivés derrière lui en total silence. Tous sont venus de la zone d'attente. Tous font partie de la protection pour Anabase. Tous sont glorieusement armés pour la guerre. Ils prennent position derrière lui, dans une formation de suppression parfaite en demi-lune. Sanguinus entend le gémissement lent des armes adratiques en train de se charger. Sanguinus lève les mains, ouvertes, et les montre au proconsul en face de lui. Pas de menace, pas d'armes. « Je vais aller voir mon père maintenant, Caecaltus, » dit-il très calmement et très distinctement. « Vous êtes en train de défier sa volonté. »« Et c'est pourquoi je dois le voir maintenant, » dit Sanguinus. « Il vous enverra chercher lorsque... » Une ondulation imperceptible semble passer dans l'air.
Le proconsul penche la tête un instant, puis acquiesce et s'écarte sur le côté. L'ange lumineux le dépasse et s'engage dans la chambre intérieure. L'éclairage y est d'émeraude, traversé par les faisceaux blancs des projecteurs focalisés déployés par des serviteurs flottants. L'air porte le parfum de l'encens industriel. Oh, mon père! Un signal télépathique vient juste de faire s'écarter les armuriers, et il se recule des derniers ajustements auxquels il procédait. L'armure de son père, animée par des petits mouvements de test et d'évaluation, et a gardé la même perfection fluide dont Sanguinus se souvenait depuis les champs du Lanor. Des années d'artisanat expert ont animé et affiné ses systèmes et ses calibrages subtils, et des années de plus consacrées à la finition la font luire et briller telle de l'or fondu. Son père se tourne, et sa cape écarlate gonfle derrière lui, jetant une ombre impossible sur le sol de la chambre d'armement, tel le Terminateur de la nuit à la surface d'un monde. Il a revêtu son nouvel aspect. Il n'est plus le maître de l'humanité, le roi des siècles. Les masques symboliques du seigneur de Terra et de père ont été rangés. Il s'est défait de cette apparence d'idole sculptée de roi immobile sur un trône doré qu'il fut obligé de garder pendant si longtemps. Il est tel que Sanguinus l'a vu la première fois, comme tous ses fils l'ont connu, à compter du premier retrouvé durant les jours glorieux du début. Il est à nouveau ce qu'ils veulent qu'il soit, le monarque guerrier, l'empereur. Les yeux de Sanguinus s'élargissent, et il sourit. Alors, tandis qu'il prend conscience que le puissant proconsul et les 4 autres sentinelles ont mis le genou à terre derrière lui, il incline la tête, mortifié et humble. Il entend que son père se rapproche. Il ne bouge pas, attendant de recevoir ses remontrances. Ses plaques d'oramite, polies et réparées, cachent, sous elles, ses blessures lancinantes. Pas de reprimande. Juste une question posée avec douceur. Sanguinus relève la tête. « Non, je ne veux pas être maître de guerre, dit-il. Pas ici, ni maintenant. Je refuse de prendre ce nom. C'est un symbole qui a été sali. Quelqu'un doit rester. Quelqu'un doit être vu à la tête des hommes. » Fafnir Ran, répond Sanguinus. Ran est un grand héros. Ou Emery, dit Sanguinus, ou Askelon, ou Tain, ou Luscar Arcamus, second du nom. N'importe lequel d'entre eux commanderait au cœur de tous les hommes loyaux. N'importe lequel. Il y en aurait d'autres. Amit, dans sa grande colère, Diamantis, n'importe qui, parmi les gardiens-chefs des custodiens, Dioclétien Coros serait... Un geste infime le fait s'arrêter là. Tu refuses de rester ? J'insiste pour y aller, dit Sanguinus. N'est-ce pas la même chose ? Un petit sourire presque enfantin passe sur les traits de Sanguinus, en masquant partiellement la douleur dont il souffre. Non, père, répondit-il. Après tout ce que nous avons enduré, le jour est venu. Je refuse absolument de vous laisser aller seul. Ceci est mon droit légitime, tout comme celui de Rogal et de Constantin. Derrière l'ange primarque, genoux à terre, tête penchée, les 5 sentinelles et Taëron l'écoutent, surveillent, prêts à réagir. Une fois de plus, les turbulences émotionnelles des derniers fils nés compliquent le sujet. Ils savent profondément bien quelle est la volonté de leur roi, car ce n'est que par cette volonté qu'eux-mêmes agissent. Jamais il ne faut y désobéir. Proconsul, compagnon, mon roi, dit Caecaltus. Levez-vous, Caecaltus se relève. Les 4 autres se dressent avec lui. Compagnon, éclairez mon fils. Il ne m'écoute pas. Caecaltus et les autres s'écartent et forment un cercle autour de l'ange, en tenant leur lance gardienne droite à leur côté. Sanguinus les tient tous à l'œil prudemment. Mon roi souverain pourrait refuser à cet instant même, prononce Caecaltus, presque sans inflexion, comme si les mots n'étaient pas les siens et qui ne faisaient que les rapporter. Il pourrait citer les blessures que vous croyez avoir réussi à cacher, ce qui n'est pas le cas. Vous êtes trop faible, trop atteint. Mon roi craint même que les blessures qu'Angron vous a infligées soient mortelles, dit le compagnon Aldolène, et que la mort vous tienne déjà entre ses mains. Je refuse d'écouter ça, dit Sanguinus, en fusillant les sentinelles du regard. Pas par eux, père, pourquoi parle-t-il à votre place? Mon roi souhaitait vous faire rester afin de vous protéger, continue Caecaltus sans atermoiement. En tant que figure, pour allier le palais autour de vous, vous pouvez exceller malgré vos blessures. Il n'est pas nécessaire que vous vous battiez, ou que vous trouviez en vous de nouvelles ressources de force et d'endurance, dit le compagnon de Membo. Il suffit que vous soyez présent et visible, votre présence suscitera l'inspiration. Mais vous dire cela revient à vous humilier, dit le compagnon Cliotian. Soulignez votre faiblesse et votre état physique
Suggérer que votre seigneur et père vous épargnent l'effort de l'attaque pour vous tenir à l'écart du danger, dit le compagnon Sistratus, voilà qui serait blessant. Cela serait la plus grande honte que vous pourriez connaître, dit Caecaltus. Mais d'être venu face à moi, résolu à me défier, prouve que ton courage n'est pas faible. Si vous savez tout cela, père, dit Sanguinus, vous savez aussi qu'il n'y a pas l'honneur ou la réputation qui me pousse à vous défier. Dis-moi ce que tu as vu. Sanguinus hésite. La vision que tu as eue. La vraie raison pour laquelle tu es déterminé à rejoindre cet assaut. Si vous connaissez l'existence de mes visions, père, alors vous savez déjà. Je ne les vois pas telles que tu les vois. Mon roi fut alerté de vos visions par le sigillite, dit Caecaltus. Mon roi connaît à peine leurs détails et leur contenu spécifique, dit le compagnon Andolène. Mon roi sait uniquement qu'elles sont un phénomène qui vous frappe de temps à autre, comme un accès de fièvre, dit le compagnon Clotian. Dis-moi ce que tu as vu. Vous le savez déjà, répondit Sanguinus. Ceci. Sanguinus grimace, tandis qu'une image fébrile, cauchemardesque, passe à travers de son esprit. Non, père, dit-il, je ne vous ai pas vu mourir. Je ne vous ai pas vu tomber. Ce n'est pas pour pouvoir changer cette vision d'hérésie que j'exige de venir avec vous. L'ange cligne des yeux, un signe infime, mais qui suffit à le trahir. Non, ce n'était pas du tout ça. J'ai vu une autre mort des mains d'Horus, dit l'ange dans un murmure. Cela fait longtemps que je la vois. J'ai essayé d'œuvrer pour déjouer cette prédiction. À chaque tournant, à chaque pas, chaque permutation, à chacune des versions possibles, lorsqu'elles se sont présentées à moi, je leur ai échappé et je leur ai refusé cette vérité. J'ai déjoué la prophétie plusieurs fois, mais les variations possibles diminuent. Ça ne s'est pas produit sur Cygnus. Ce ne fut pas en Ultramar. Ce ne fut pas à la barre des Gorgones. Ce ne fut pas à la porte d'éternité. Les possibilités ne sont pas infinies. Il n'en reste plus qu'une seule. Il faut que ce soit maintenant. Il faut que ce soit en cette fin de partie, sur le Vengeful Spirit. Ta propre mort? Sanguinus ne dit rien. Il hoche la tête. Tu as l'intention d'aller pour la faire s'accomplir? Non, père. J'ai l'intention d'aller la contrarier pour la dernière fois. Le risque est bien trop grand, dit Caecaltus. Non, proconsul, non, déclare Sanguinus. L'alternative serait un risque encore plus grand. Il fixe avec intensité son père empereur. S'il est écrit que je dois mourir de la main de Lupercal, alors je ne peux pas vous laisser aller seul. Parce que cela signifie qu'Horus, pour pouvoir à nouveau s'en prendre à moi plus tard. Vous comprenez, si je reste, Horus vivra. Et si Horus vit, c'est que vous aurez échoué. Sanguinus. Il faut que j'affronte la dernière permutation. Je dois la forcer, je ne peux pas risquer la possibilité qu'il y en ait une autre. Le prix pour nous tous serait trop élevé. Alors vous iriez de votre plein gré à la rencontre de votre fin, demande Membo. Vous vous sacrifieriez pour... Non. Jamais la voix de Sanguinus n'a paru plus sûre. Jamais elle n'a tant ressemblé à celle de son père. J'ai l'intention de refuser cette fin, de la défier, de la changer comme je l'ai changée à chaque fois jusqu'à présent. Père, je le tuerai moi-même si c'est ce qu'il faut. Mais je ne peux pas permettre que les permutations aient été réduites à une seule et qu'elles recommencent à se multiplier de nouveau. Je ne peux pas autoriser un futur où il y ait Horus. Silence. Cet instant de calme est si total, et si irréel. Mon roi, votre père les a toujours appelés des configurations, pas des permutations, dit souvent Andolène. Les modèles qu'il a tracés, affinés et révisés au fil de toute la durée de l'existence de l'humanité. Ils ont toujours été sujets à la variance. C'est nous qui faisons notre futur, et ce futur ne sera que ténèbres et cauchemardesque si nous manquons d'être sages et avisés, si nous refusons de reconfigurer nos plans pour les adapter aux fluctuations du destin et aux vicissitudes de l'histoire, dit Clotian. Telle a été la manière de procéder de mon roi, depuis la première fois qu'il a vu un homme étaler la peinture sur une paroi avec ses doigts, dit Sistratus. Comme si par une merveilleuse symétrie, et parce que vous êtes son fils et son sang, vous aviez appris intuitivement à en faire de même, dit Caecaltus. Il marque un temps, et ajoute « Mon roi est fier. » Cela n'empêche que tu risquerais tout. Oui, dit Sanguinus. Tu marcherais en pleine conscience vers la mort. Oui, réitère Sanguinus, et il sourit. Ma vision dit que le jour où je ferai face à Horus sera celui où je mourrai, dit-il. Par conséquent, si je l'affronte aujourd'hui, ce jour sera venu. Mais Malcador nous a dit, père, quand nous étions dans la salle du trône, il nous a dit que le temps avait cessé,
Aujourd'hui n'est pas aujourd'hui, ni aucun autre jour. Nous sommes pris dans l'absence du temps. Horus ne pourra pas me tuer aujourd'hui, père, car il n'y a plus d'aujourd'hui. Le temps que demain vienne, un lendemain quelconque, Horus ne sera plus, votre colère l'aura défait, et ma vision n'aura plus de sens. C'est comme ça que je sais que nous pouvons nier le destin. La permutation, la configuration, nous pouvons la défier si nous agissons ensemble. Un hochement de tête, une permission. Préparez-vous pour vous joindre à votre compagnie, Seigneur Primarque, dit Caecaltus. Donc voilà, c'était un texte un peu long, mais que je tenais à vous lire parce que c'est un des plus beaux textes, je trouve, de romans qui sont tout de même inégaux en termes de qualité, mais celle-là est très bonne. Alors, qu'est-ce qu'on a compris là-dedans? C'est que Sanguinus, je tenais vraiment à vous les lire en entier, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage avec moi déjà pour ça. Sanguinus, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que il va défier le destin, il va défier la tragédie à venir. Et ce défi, cette irrévérence pour le destin, eh bien, arrive à même convaincre l'empereur qui voulait protéger Sanguinus. Et là, on voit toute l'humanité de l'empereur. L'empereur, il aime Sanguinus, il aime d'amour filial Sanguinus. Il est capable de le voir comme son véritable fils. Et il ne veut pas qu'il meure, il veut le sauver. Et pourtant, Sanguinus s'entête. Et pourtant, Sanguinus a raison. Et l'empereur lui donne raison, malgré tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors bien sûr, c'est pas la fin de l'histoire. Et ça, je vais vous le raconter sans citer. Mais je vais vous le raconter quand même. Bien sûr, Sanguinus, comme à chaque fois, il est séparé des autres de l'empereur de Constantin Valdor et de Dorne quand il arrive dans le Vengeful Spirit, et il est le premier à rejoindre Horus. Et Horus essaye à nouveau de le convaincre de rester son ami, son frère, et de gouverner la nouvelle humanité une fois que l'empereur aura été tué. Et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, Sanguinus refuse, il affronte pour la première fois Horus son frère. Et qu'est-ce qui se passe? Comment se déroule ce combat? Eh bien, ce combat, il est en deux phases. La première phase, Horus décide d'affronter Sanguinus sans ses dons, sans les dons que lui ont fait les dieux. Et c'est là où on voit toute la puissance de Sanguinus. Puisque Sanguinus, il utilise ses ailes pour faire des accélérations aériennes et dominer l'immense salle du trône par les airs. Il frappe constamment, il harcèle avec sa lance et son épée constamment Horus. Il lui met coup sur coup sur coup. Il lui brise ses boucliers, ses ailes le font rebondir, tel vraiment un colibri. Il est aussi rapide qu'un colibri, gauche-droite, gauche-droite. Il est extrêmement rapide, Sanguinus, à ce moment-là. Il casse le mur du son plusieurs fois, provoquant des éclairs dans la salle, tandis que Horus n'arrive pas à suivre. Horus arrive à peine à être défensif face à Sanguinus. Il est tellement rapide, tellement précis, tellement parfait en fait, malgré ses blessures mortelles infligées par Angron et Kabanda, eh bien, il arrive à défier le destin. Et vous vous dites, c'est possible. En fait, Sanguinus peut le faire. Sanguinus est trop fort. Il est trop fort. Il défonce Horus. Je vois pas comment le dire d'autre. Sanguinus est tellement rapide et tellement parfait dans ses gestes. Il a tellement la volonté de défier ce destin, cette vision qu'il a eue 1500 fois avant ce jour, qu'il y arrive. Il va battre Horus. Il va réussir à battre Horus. Au point tel que grâce à son épée, il arrive à faire une faille, et non pas n'importe quelle faille, pas un petit endroit comme on l'a vu dans la version historique de ce combat, mais à ouvrir complètement l'abdomen de l'armure de Horus. Les intestins d'Horus se répandent par terre. En suivant la trajectoire de la lance, le sang du primarque tombe au sol et coule. Et Horus tombe à genoux. Il est vaincu en fait, il est vaincu par Sanguinus. Sanguinus se tient au-dessus de lui, prêt à donner le coup fatal. Et là, c'est là où c'est vraiment le moment le plus triste et tragique, c'est que Horus décide d'arrêter de jouer. Et il reprend en lui les dons des 4 dieux du chaos, puisqu'il est le champion du chaos, le vrai champion du chaos à ce moment-là. Il se relève, et Sanguinus, lui, il voit qu'il y a un problème. Il se rend compte qu'il devrait pas pouvoir se relever à ce moment-là, donc il décolle. Il fait une poussée vers l'arrière avec ses ailes d'ange. Il décolle, en passant une nouvelle fois le mur du son complètement insaisissable. Sauf que là, le temps s'arrête. Horus tend le bras vers Sanguinus, son frère, pour l'attraper. Et dans toutes les autres réalités possibles, Horus aurait raté son frère, puisque son frère est trop rapide, Sanguinus est beaucoup trop rapide. Sauf que là, le temps s'arrête, parce que Horus est tellement puissant à ce moment, Horus ascendu, comme je vous le dis souvent,
que son bras s'allonge. L'espace lui obéit, le temps lui obéit. Le temps ralentit, Sanguinus perd de la vitesse. Le bras du traître s'allonge. Il gagne 1 mètre, 2 mètres. Sa main se rapproche de la gorge de son frère et le saisit en plein vol. Et quand il a saisi son frère, Sanguinus a le souffle coupé parce que forcément il ne pouvait pas voir venir quelque chose d'aussi incompréhensible que cela. Eh bien, il le fracasse au sol. En utilisant sa vitesse contrôlée, il le fracasse au sol. Il lui brise les 2 tiers des os du corps. Une de ses ailes est brisée sur le cou. Et là, c'est là où le massacre commence. Horus se déchaîne contre Sanguinus qui est soufflé en un seul coup. Il va prendre sa masse et il va lui briser les os un à un. Il va lui écraser les os contre le sol de la salle du trône avec sa masse énergétique. Il va le défigurer, son visage va partir. La plupart de ses os vont être brisés. Il n'a plus de sang dans le corps. Et quand il a fini avec ça, il lui reprend avec sa serre énergétique, il le reprend par le cou, il le soulève, il le regarde. Et il n'y a plus qu'un simple murmure qui sort, un murmure incompréhensible qui sort de la bouche de Sanguinus. Il n'arrive même plus à s'exprimer. Il a été complètement oblitéré par Horus. Et en fait, là, Sanguinus se rend compte. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait aucun espoir. Parce que toutes les blessures d'Horus se sont refermées. Le temps a remonté sur la personne d'Horus et il n'a plus aucune des blessures que Sanguinus lui avait infligées. Et en fait, quand Horus lui fait exploser les cervicales et lui brise la nuque, Sanguinus y part à ce moment-là, il meurt. Il meurt en sachant que son sacrifice a été vain, a été inutile. Et quand Horus jette son corps inanimé sur le sol, alors que des démons sortent des ombres pour essayer de le profaner, eh bien, Sanguinus est parti en sachant qu'il n'y a plus d'espoir, que tout ça a été fait pour rien. Et là, vous vous rendez compte à quel point cette histoire est différente de la première. Là où le sacrifice de Sanguinus a été utile, eh bien là, il n'a servi à rien. Et c'est une mort cruelle et injuste. Et il y a beaucoup de gens qui ont été perturbés par ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, et moi j'ai bien aimé ça. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. C'est parce que dans la tragédie grecque, on sait déjà comment ça va se finir. Mais c'est la catharsis qui est importante. La catharsis, c'est le phénomène de voir une histoire se dérouler et nous inspirer des émotions fortes. Et en vivant ces émotions, eh bien on les purge dans notre corps. Ces émotions négatives sont purgées. Et moi je vous avoue que quand j'ai lu ça, eh ben j'étais vraiment triste. J'étais dégoûté. Pour Sanguinus, j'étais dégoûté. Mais est-ce que c'est mal ? Non, parce que ça m'a fait ressentir des choses intenses en moi. Et c'est une version que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle est tragique et n'est pas obligé d'avoir une happy ending, même pour le fils prodige Sanguinus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette différence ? J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vais vous laisser là. La prochaine fois que je vous adresse la parole dans une vidéo de lore, on parlera d'autre chose, on parlera de l'empereur de nouveau. En attendant, moi je vais me changer les idées parce que avoir parlé de cette tragédie, ça m'a un peu retourné, donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.